Bienvenue au journal. À la une de cette édition d'information sur CamNews 24, éligibilité du Cameroun à l'appui budgétaire. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Lupaul Motazé, vient de présider à Yaoundé la cérémonie d'ouverture d'un atelier de formulation des actions à entreprendre dans ce sens par le Cameroun. Sécurité intérieure, le Cameroun est loin d'être parmi les pays les plus dangereux au monde. Le classement qui serait du département d'État américain a été démenti par l'ambassade des États-Unis au Cameroun et le ministre camerounais de la communication Issa Tirouma Bakari. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue au journal sur CamNews 24. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Lupaul Motazé, a présidé à Yaoundé la cérémonie d'ouverture d'un atelier de formulation des actions à entreprendre par le Cameroun en vue de l'éligibilité du pays à l'appui budgétaire. C'était en présence du ministre des Marchés publics, Abbas Sadou, du secrétaire général du ministère des Finances, Gilbert Didier Edouard, et de plusieurs partenaires au développement. Le point avec Salomon Foué, Marcel Vondaben et Valdez Kunga. La concertation ouverte à Yaoundé entre les responsables camerounais en charge des finances et des questions économiques avec les partenaires au développement, au nombre desquels la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne, la Banque africaine de développement et bien d'autres, vise un objectif simple, l'appropriation par la partie camerounaise des mécanismes de négociation des appuis budgétaires avec les partenaires au développement. Pendant 2 jours, cet atelier, le premier du genre organisé par le gouvernement, va permettre d'outiller les cadres camerounais en technique de captage des aides de développement et autres financements extérieurs, en même temps qu'il aidera l'administration à formuler des solutions lui permettant de faire face aux 2 chocs, dont la baisse des prix du baril du brut et l'effort de guerre suite aux activités nocives de Boko Haram. Des projections élaborées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international pour la période 2013-2021 prévoient une nouvelle donne macroéconomique au Cameroun. Il s'agit d'un taux de croissance un peu au-dessus des 5% contre 2% dans l'espace CEMAC, un déficit budgétaire de 4% contre 3% en zone CEMAC, un niveau d'endettement qui oscillera entre 10 et 20%. À en croire ces bailleurs de fonds, les inégalités sociales ont augmenté au Cameroun entre les riches et les pauvres et entre le monde rural et les centres urbains. Pour permettre au pays de Paul Biya de maintenir la tête hors de l'eau, les partenaires au développement proposent la rationalisation de la dépense en saisissant l'opportunité des cours du baril pour introduire un mécanisme d'ajustement des prix à la pompe régulier et automatique, une autonomisation réelle de la Sonara qui serait soumise comme d'autres producteurs et importateurs à la loi de la demande et un suivi plus assidu des entreprises d'État dont les passifs latents s'accumulent. Relativement à la dette du Cameroun, l'on apprend que celle-ci peut être mieux valorisée grâce à une prise en compte plus contraignante des avis du Comité national de la dette publique et une signature unique du ministre des Finances pour tout instrument financier. Voici à présent une attitude du chef de mission du Fonds monétaire international, Mario de Zamarossi, est au micro de CamNews 24. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de discuter des grandes options pour savoir comment on va continuer de financer les grands projets d'infrastructure dont a besoin le pays dans un cadre budgétaire qui est devenu difficile en raison de ces 2 chocs dont je viens de parler. Et donc nous sommes au tout début de ce séminaire. J'espère que pendant cette journée et demie, les administrations ainsi que les partenaires techniques et financiers auront des échanges fructueux, des discussions sur ce qu'on souhaite faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on pourra effectivement faire. Comment renforcer la politique de financement des filières cacao et café? Voilà l'un des points majeurs du conseil de cabinet du mois de mars, présidé à Yaoundé par le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang. Au cours des travaux, plusieurs résolutions ont été prises afin de redynamiser le domaine agraire au Cameroun. Reportage.
Considéré comme le grenier de l'Afrique centrale, le Cameroun dispose d'un grand potentiel agricole favorisé par un climat qui exprime toute sa diversité géographique. Malheureusement, ce secteur a du plomb dans l'aile à cause de plusieurs pesanteurs, au rang desquelles l'enclavement des bassins de production et le manque de subventions, pour ne citer que celle-là. Autant de raisons qui ont motivé un accent profond et une attention particulière sur la réforme dans ce secteur au cours du conseil de cabinet présidé par Philémon Yan le 31 mars dernier. Rencontre à laquelle prenaient part les ministres et les secrétaires généraux de la République. Au menu des échanges, 2 exposés ayant trait à la politique agricole. Le chef du gouvernement va alors prescrire le renforcement de la politique de financement des filières cacao et café. Occasion pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural de dévoiler les grandes lignes de la stratégie de relance des filières café et cacao. Le ministre délégué auprès du ministère des Finances a présenté quant à lui quelques-unes des ressources et modalités de financement de l'agriculture. S'en est suivi également de la présentation du plan de relance et de développement des filières cacao et café adopté par le gouvernement en septembre 2014, dont les objectifs de production à l'horizon 2020 sont estimés à 600 000 tonnes pour le cacao et 125 000 tonnes pour le café Robusta et 35 000 tonnes de café Arabica. Le volet de production de ce plan de relance mettait l'accent sur la production et la diffusion du matériel végétal de qualité, la fertilisation et la protection des vergers et bien d'autres. Les efforts de soutien au secteur agricole se sont poursuivis avec l'augmentation du budget du ministère chargé de l'agriculture de 12% au cours de la période 2014-2016, soit un passage de 98,3 à 110,2 milliards de francs CFA. Outre les subventions allouées aux acteurs institutionnels publics de ce secteur, des mesures d'accompagnement fiscal ont été mises à contribution. En économie et s'agissant notamment de l'importation du ciment, le gouvernement veut rassurer les entreprises locales en permettant d'atteindre les capacités de production maximales au ministère du Commerce, tout comme au port de Douala. Des sources concordantes indiquent que l'on a finalement opté pour l'interdiction momentanée du ciment importé au Cameroun. La mesure qui a pris effet en janvier 2016, c'est-à-dire jusqu'ici, a produit l'effet escompté. Donna Anouzoua. Dans son rapport de perspective de l'évolution des activités économiques au Cameroun, la direction nationale de la BEAC estime à propos du ciment que la concurrence sera très rude au cours du 2e trimestre 2016 avec l'offre additionnelle de la cimenterie Metsem, mais aussi pour cause de l'importation qui va continuer à augmenter l'offre. C'est dire combien l'interdiction des pouvoirs publics peine à se matérialiser. Néanmoins, toujours selon la BEAC, avec cette concurrence de plus en plus pressante, la baisse des prix est espérée par les consommateurs. Le mouvement baissier du prix des ciments a en effet été amorcé depuis l'an dernier au Cameroun, avec une légère diminution d'environ 200 francs sur le sac de 50 kg. Dans les quincailleries, des produits de marque étrangère continuent de se vendre. Le prix du sac oscille alors entre 4 600 francs et 4 900 francs CFA. Et toutes les marques locales y sont en abondance. Il faut aussi relever que la capacité installée de production de ciment au Cameroun est comprise entre 3,7 et 4 millions de tonnes l'an, alors que les besoins tournent autour de 2,5 à 2,8 millions de tonnes par an. Le Turc Metsen, dernier arrivé sur le marché, a une capacité de 600 000 tonnes l'an. Il a rejoint sur le marché camerounais du ciment le groupe français Lafarge, qui produit actuellement 1,6 million de tonnes à travers Simencam, sa filiale locale. Le Marocain Adowa, qui opère dans le pays sous la marque Simaf, produit 500 000 tonnes et le groupe nigérian Dangote avec également 500 000 tonnes. Et même si toutes ces cimenteries ne tournent pas encore à pleine capacité, l'offre est déjà largement supérieure à la demande. À ces charges, les producteurs signalent en plus la taxation du clinker à 10% par la loi de finances 2016. Sécurité intérieure, le Cameroun n'est pas parmi les pays les plus dangereux au monde. Face à la presse ce vendredi dernier, le ministre de la Communication a apporté la preuve de ce que le pays avance inexorablement malgré la guerre contre Boko Haram. Les détails avec Éric Ticheux.
Une certaine opinion place désormais le Cameroun au rang de pays parmi les plus dangereux au monde. Des médias qui prétendent s'appuyer sur un rapport du département d'État, le ministère américain des Relations extérieures et d'un organisme indépendant de ce pays. Le premier démenti à ces allégations est venu du plus haut responsable des États-Unis d'Amérique au Cameroun. L'ambassadeur Michael Stephen Hosa n'est pas allé du dos de la cuillère pour démentir ces informations. Le diplomate américain a tout de même rappelé aux citoyens de son pays les règles de sécurité en la matière pour des cas comme celle de la région de l'extrême nord en proie à la lutte contre la secte islamite Boko Haram et celle de l'Est qui subit des attaques de bandes armées venues de la Centrafrique voisine. Un rappel somme tout normal dans les usages de ce pays. Face à la presse vendredi dernier, le ministre de la Communication Issa Tirouma Bakari est revenu sur ces allégations pour s'insurger contre des informations qui tendent à faire croire à l'opinion que le Cameroun serait devenu un enfer pour tous ceux qui voudraient y vivre. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a certes rappelé que le pays mène actuellement une guerre contre la secte islamite Boko Haram. Aussi n'a-t-il pas manqué de souligner qu'après 2 ans, cet ennemi est aujourd'hui considérablement affaibli du fait de la réaction énergique de nos forces de défense et de sécurité et de la contribution de certains pays amis. Preuve de ce que le Cameroun est loin d'être cet enfer que l'on tente à faire croire, c'est le nombre de plus en plus croissant de touristes enregistrés sur nos différents sites. Par ailleurs, sous la houlette du président Paul Biya, le pays continue de mener ses projets de développement pour atteindre l'émergence à l'horizon 2035. La page étrangère dans ce journal, c'est avec l'AFP. Marie et Marine Le Pen dans les filets des Panama Papers, les révélations sur les clients des paradis fiscaux. Selon le quotidien Le Monde, 2 proches de Marine Le Pen ont exfiltré plus de 300 000 € grâce à des sociétés offshore. Un système de dissimulation d'avoirs financiers a été organisé entre Hong Kong, Singapour, les îles Vierges britanniques et le Panama pour échapper aux services fiscaux français. Du côté du père, la justice soupçonne le majordome de Jean-Marie Le Pen d'être son prête-nom pour une société cachée aux îles Vierges britanniques et à Guernesey avec plus de 2 millions d'euros en billets, lingots et pièces d'or. Écroué pour pédophilie, l'ancien directeur de la maternelle de Villefontaine en Isère s'est suicidé en prison ce matin. Il avait été mis en examen en mars 2015, soupçonné d'avoir violé plusieurs élèves. La justice avait dénombré une 60aine de victimes potentielles. Ce qui avait particulièrement choqué à l'époque, c'est que les enquêteurs avaient découvert que l'ex-instituteur avait déjà été condamné par le passé pour recel d'images pédopornographiques. L'éducation nationale l'ignorait et l'homme avait pu continuer à exercer son métier. Le ministère de la Justice a ouvert une enquête sur les conditions de ce suicide qui prive les familles d'un éventuel procès. Nouvelle journée de mobilisation des jeunes contre la réforme du Code du travail. C'est la 5e fois que les organisations lycéennes et étudiantes appellent à battre le pavé contre la loi El Khomri. En parallèle, c'est aujourd'hui que débute l'examen du texte en commission à l'Assemblée nationale. C'est un petit bout de magie qui sera mis aux enchères demain à New York. La chaise sur laquelle était assise la romancière J.K. Rowling lorsqu'elle a écrit les 2 premiers tomes de Harry Potter est à vendre. Elle est estimée à 45 000 $, soit un peu plus de 40 000 €, mais nul doute que les enchères vont rapidement grimper, culminent déjà à plus de 65 000 $ sur Internet. Mesdames, Messieurs, voilà qui met un terme à cette édition d'information sur CamNews 24. Merci à tous de l'avoir suivi, surtout restez des nôtres.